Et si un simple bol de soupe, offert dans l'ombre d'une nuit glaciale, pouvait allumer une étincelle capable de transformer des vies entières? Une main tendue, un regard sincère et un destin qui bascule. Prête à plonger dans une histoire parisienne où la bonté défie le froid et rallume l'espoir? Laisse-toi emporter par ce récit vibrant de cœur et de courage, puis partage-le avec ceux qui croient en la magie des petits gestes. À la fin, raconte-nous dans les commentaires ce que cette histoire t'évoque et d'où tu la lis. Dans le 5e arrondissement de Paris, au bord de la Seine, le restaurant L'Éclat des Rives bourdonnait d'une énergie feutrée. Les assiettes en porcelaine s'entrechoquaient doucement, les verres de vin rouge scintillaient sous les lustres tamisés, et les parfums de thym et de beurre fondu flottaient dans l'air. Les serveurs, vêtus de chemises blanches impeccables, glissaient entre les tables en bois sombre avec une précision chorégraphiée. Élodie Lemercier, 26 ans, essuyait ses mains moites sur son tablier noir, taché de traces de sauce et de farine. Ses pieds, enfermés dans les chaussures usées, la faisaient souffrir après 8 heures de service. Ses yeux, cernés par le manque de sommeil, brûlaient, mais elle gardait un sourire discret. À la maison, dans un petit appartement à Belleville, son fils de 5 ans, Théobald, l'attendait. Le loyer était en retard de 2 mois, et son frigo était presque vide. Elle n'avait mangé qu'une pomme depuis l'aube, mais Élodie continuait, portée par l'espoir de jours meilleurs. En portant un lourd plateau chargé d'assiettes à moitié finies vers la cuisine, elle s'arrêta près de la grande vitre donnant sur la rue. Dehors, sous un lampadaire vacillant, un garçon d'à peine 6 ans collait son visage contre le verre embué. Son manteau rapiécé, bien trop fin pour le froid piquant de février, laissait entrevoir ses joues rougies par le vent glacé. Ses petits doigts, gercés, s'agrippaient au rebord de la fenêtre, et ses yeux sombres fixaient une assiette de pâtes à la carbonara abandonnée par un client pressé. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle jeta un regard prudent autour d'elle. Géraud, le gérant au tempérament explosif, criait sur le chef pour une sauce ratée dans l'arrière-salle. L'hôtesse, perchée sur ses talons, parlait fort au téléphone, indifférente au monde. Élodie posa son plateau sur une desserte, ses mains tremblant légèrement. Sous le passe-plat, un bol de soupe au poulet, encore fumant, attendait d'être jeté, une commande annulée par une table capricieuse. Elle prit une décision instinctive. Glissant le bol sur un plateau propre, elle y ajouta un petit pain au levain, encore tiède, et une serviette soigneusement pliée. Puis, elle se faufila par la porte latérale, le froid mordant sa peau à travers son tablier. S'accroupissant près du garçon, elle murmura d'une voix douce comme une berceuse. « Salut mon petit, tu as faim ?» L'enfant, les yeux écarquillés, hocha la tête, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. « Tiens, prends ça !» dit Élodie en posant le plateau sur un banc en bois à côté, couvert de graffitis écaillés. « Mange doucement, c'est chaud. » Le garçon, dont les lèvres gercées esquissaient un sourire timide, murmura un merci à peine audible, saisissant la cuillère avec des doigts tremblants. Élodie resta un instant, regardant la vapeur de la soupe s'élever dans la lumière pâle du lampadaire. Soudain, la porte du restaurant s'ouvrit avec un fracas métallique. « Qu'est-ce que tu fabriques, Élodie ?» rugit Géraud, son visage rougeau illuminé par la colère. Ses yeux, plissés comme ceux d'un prédateur, passèrent du bol fumant au garçon, puis revinrent à Élodie. « C'est du vol ! Cette soupe appartenait au restaurant. » Élodie se redressa, le menton levé malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Elle allait être jetée, Géraud. Cet enfant n'a pas mangé de la journée. Il est seul dans le froid. Géraud ricana, son haleine sentant le tabac froid. Ce n'est pas ton rôle de jouer les héroïnes. Tu es viré, rends ton tablier et disparais maintenant. Le cœur d'Élodie s'arrêta un instant. Autour d'eux, des clients sortis pour fumer, emmitouflés dans leurs écharpes, observaient la scène, mal à l'aise. Le garçon, sa cuillère figée à mi-chemin de sa bouche, semblait sur le point de pleurer. Élodie croisa son regard, lui offrit un sourire rassurant, puis détacha lentement son tablier. Elle le plia avec soin, comme un rituel, et le tendit à Géraud. « Il avait plus besoin de cette soupe que moi de ce travail, » dit-elle, la voix brisée mais ferme. Géraud arracha le tablier et rentra en claquant la porte. Élodie s'agenouilla près du garçon. « Finis ton repas, mon cœur. »« Tout va bien, » murmura-t-elle, ramassant le plateau pour le stabiliser. Puis, elle s'éloigna dans la nuit, le froid s'infiltrant dans ses os. Ce qu'Élodie ignorait,
c'est qu'un homme, attablé près de la vitre, avait observé chaque seconde de la scène. Vêtu d'un simple jean délavé et d'un manteau gris anthracite, Aubin semblait un client parmi d'autres, un verre de vin rouge à peine entamé devant lui. Mais Aubin Vauquelin n'était pas ordinaire. Héritier de la famille Vauquelin, propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe, dont l'éclat dérive, il était revenu de Londres après 3 ans pour inspecter ses établissements en secret. Son père, Firmin Vauquelin, lui avait confié une mission. Redonner une âme à l'entreprise, dont l'image publique s'effritait sous le poids de scandales de gestion et d'un manque d'humanité. Aubin avait choisi de se fondre dans l'ombre, sans titre ni fanfare, pour observer ses restaurants comme un client anonyme. Ce soir-là, il avait vu le courage d'Élodie. Terminant son vin, il laissa un pourboire généreux, un billet de 50 € glissé sous sa soucoupe et sorti par l'arrière. Une idée germait en lui, comme une graine dans un sol gelé, prête à éclore. Dans une berline noire glissant sur les pavés humides de Paris, sous une pluie fine qui striait les vitres, Aubin fixait son téléphone. Une caméra miniature, dissimulée sur le revers de son manteau, avait capturé la scène. Élodie, s'agenouillant dans le froid, offrant la soupe au garçon avec une tendresse qui n'attendait rien en retour. Son visage, éclairé par le lampadaire, n'exprimait pas de la pitié, mais une empathie brute, presque sacrée. Aubin zooma sur ses yeux, fatigués, cernés, mais brûlant d'un courage qui semblait défier le monde. Il repensa aux valeurs de son père, compassion, communauté, humanité, des mots gravés dans les fondations de l'Empire Vauquelin, mais oubliés au fil des ans, noyés sous les bilans financiers et les stratégies marketing. Ce soir, Élodie avait rallumé cette flamme. Aubin reposa son téléphone, les lumières des quais de Seine dansant sur son visage. « Où va-t-on, monsieur » demanda le chauffeur. « Chez moi » répondit Aubin, la voix basse, comme s'il parlait à lui-même. Dans son appartement haussmannien donnant sur les Champs-Élysées, où les rideaux de lin blanc ondulaient légèrement sous la brise d'une fenêtre entr'ouverte, Aubin ôta son manteau et s'installa dans un fauteuil en cuir noir. L'espace, élégant mais impersonnel, ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à un foyer. Il versa un verre d'eau pétillante, ouvrit son ordinateur portable et accéda au répertoire interne des employés. Élodie Lemercier, 26 ans, embauchée il y a 9 mois, licenciée aujourd'hui. Mère célibataire, réside dans un appartement de 30 mètres carrés à Belleville. Aucun diplôme universitaire, aucun incident disciplinaire jusqu'à ce soir. Aubin referma l'écran, ses doigts tapotant le bureau en acajou. Pourquoi cette scène le touchait-elle autant? Il avait vu des licenciements, des départs, des injustices dans l'entreprise. C'était le cours des affaires. Mais Élodie était différente. Elle n'avait pas pleuré, ni supplié. Elle avait tenu tête à Géraud, assumant son choix avec une dignité qui l'avait secoué. Peut-être lui rappelait-elle l'homme qu'il voulait être avant que la fortune et les responsabilités ne lissent son cœur. Il se leva, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. Il était temps de rencontrer Élodie à nouveau, non pas comme Aubin Vauquelin, l'héritier, mais comme quelqu'un de vrai. Le lendemain, Aubin poussa la porte vitrée du L'Oasis Doré, un petit bistrot niché à Pigalle, entre une librairie poussiéreuse et un magasin de vinyle. L'odeur de café brûlé, de pain grillé et d'huile de friture emplissait l'air. Une enseigne au néon, clignotant faiblement, annonçait le nom du lieu en lettres rouges et bleues. Élodie, dans un tablier blanc trop grand qui pendait sur ses épaules frêles, nettoyait une table en formica avec une énergie presque féroce. Ses cheveux blonds, attachés en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches rebelles. Elle semblait plus mince, ses joues légèrement creusées, mais sa posture restait droite, comme un défi au monde. Aubin attendit qu'elle passe près du comptoir, où une vieille radio crachotait un air de jazz avant de s'approcher. « Excusez-moi, dit-il, la voix douce mais assurée. On m'a dit que quelqu'un ici pourrait m'aider pour un projet de repas communautaire. » Élodie leva les yeux, ses sourcils se fronçant légèrement. « On se connaît ?» demanda-t-elle, une lueur de méfiance dans le regard. « J'étais à l'éclat des rives le soir où vous avez été renvoyé, » répondit Aubin avec un haussement d'épaule désinvolte. « Je ne suis pas là pour vous causer des ennuis. Ce que vous avez fait m'a marqué. » Élodie croisa les bras, le chiffon toujours dans une main. « Vous voulez m'offrir un travail par pitié ?» dit-elle, la voix teintée de défi. Aubin secoua la tête, ses yeux bleus soutenant son regard. « Non. Je veux travailler avec vous parce que vous avez agi sans attendre l'autorisation de qui que ce soit.
Ce genre de courage, on ne l'enseigne pas dans une école. Il tendit la main, un sourire discret sur les lèvres. Je m'appelle Albin. Je développe des programmes pour offrir des repas accessibles, basés sur la dignité, pas sur la charité. Élodie resta immobile, étudiant son visage comme si elle cherchait un piège. C'est quoi, ce projet, exactement? Demanda-t-elle. Aubin expliqua. Un restaurant où chacun paye ce qu'il peut. Un lieu où les gens se sentent vus, respectés, pas jugés. Pas d'arnaque, ajouta-t-il, sentant sa méfiance. Un essai de 30 jours. Si ça ne fonctionne pas, on arrête, sans rancune. Élodie pensa à Théobald, à ses boucles brunes et à son rire qui illuminait leur petit appartement. J'ai un fils, dit-elle, comme un test. Aubin hocha la tête. On s'adaptera à vos horaires, et il y aura une garderie sur place, des jouets, un espace sûr pour lui. Élodie cligna des yeux, surprise par l'attention du détail. Elle mordilla l'intérieur de sa joue, hésitante, puis tendit la main. D'accord, 30 jours. Aubin serra sa main, sentant la force dans sa poigne malgré sa fatigue. En partant, il lança avec un sourire malicieux. Votre patron ici est infect. Vous n'avez jamais rêvé de diriger votre propre endroit? Élodie esquissa un sourire, le premier depuis longtemps. Dans mes rêves, oui. Alors, on va en construire un, répondit Aubin, son regard pétillant d'une promesse. Le soleil se levait sur le 19e arrondissement, baignant les immeubles de briques rouges d'une lumière dorée. Une ancienne salle des fêtes, aux murs écaillés et aux grandes fenêtres poussiéreuses, avait été transformée en la table commune. L'espace sentait encore la peinture fraîche et le bois ciré. Des tables en chêne, offertes par un menuisier local, étaient alignées en rangées accueillantes, décorées de nappes blanches simples. Élodie, au centre de la cuisine, donnait des ordres avec une autorité naturelle. « Gardez les légumes croquants, pas détrempés », lança-t-elle à un volontaire qui remuait une marmite de ragoût. Des plats simples, honnêtes, sans chichi. Des dizaines de personnes, des étudiants, des retraités, des voisins, s'activaient autour d'elle, disposant des couverts en acier, vérifiant des sacs de pommes fraîches, pliant des serviettes en papier. L'air vibrait d'une énergie nerveuse mais joyeuse. Aubin, en jean usé et sweatshirt gris, les manches retroussées, observait depuis un coin, un carnet à la main. Il ne donnait pas d'ordre. Cet espace appartenait à Élodie, et elle le faisait vivre avec une force qu'il n'avait jamais vue. À midi, une foule se massa devant l'entrée. Des sans-abri emmitouflés dans des manteaux usés, des mères portant des nourrissons endormis, des retraités aux sacs plastiques remplis de vieux vêtements. Élodie, en tablier propre, accueillait chacun avec un sourire qui semblait dire « Vous êtes chez vous. Bienvenue, vous comptez. » À l'intérieur, des familles s'installaient autour des tables, partageant des bols fumants de ragoût de lentilles, du pain au levain croustillant et des tranches de pommes juteuses. Les rires des enfants, courant entre les chaises, se mêlaient aux conversations. Une journaliste de Libération, une femme aux lunettes rondes et au carnet usé, s'approcha d'Élodie. « On parle d'une serveuse qui dirige un restaurant où l'on mange avec dignité, » dit-elle, un stylo à la main. Élodie haussa les épaules, essuyant une goutte de sueur sur son front. « Je ne dirige rien. J'essaie juste de faire ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi et mon fils quand on avait faim. » L'article, publié le lendemain, embrasa les réseaux sociaux. La table commune, où la bonté nourrit l'âme. Une photo en première page montrait Élodie, penchée pour ajuster le manteau d'un enfant, son regard doux mais résolu. Ce soir-là, dans son appartement, Aubin lut l'article sur son ordinateur, un verre d'eau pétillante à la main. La lumière des réverbères parisiens dansait sur les murs. Il ouvrit un autre onglet, accéda au système de facturation d'un hôpital, et en quelques clics, régla discrètement une facture médicale pour la mère d'Élodie, malade depuis des mois. Puis, il referma son ordinateur, le cœur étrangement léger. Le lendemain matin, Élodie reçut un appel de l'hôpital Saint-Louis. « Madame Lemercier, les dettes médicales de votre mère ont été payées intégralement. » Un don anonyme. Élodie, debout dans la cuisine de la table commune, le téléphone collé à l'oreille, resta figée. « Qui dois-je remercier ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. La femme à l'autre bout du fil répondit « Laissez un message, si vous voulez. » Élodie raccrocha, les yeux fixés sur les murs carrelés de la cuisine, son cœur battant à tout rompre. Ce soir-là,
Après que les dernières tables furent nettoyées et le sol balayé, elle prit Aubin à part. « Je ne sais pas qui a payé les factures de ma mère, » dit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Mais quelqu'un veille sur moi. » Aubin détourna le regard, fixant une pile de bols propres. « Peut-être un ange gardien ?» répondit-il avec un sourire en coin. Élodie rit doucement. Un son rare et précieux. Aubin sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ce projet, qui n'était qu'un test, était devenu une pulsation, un battement de vie. Mais un jour, tout bascula. Une blogueuse culinaire, venue profiler la table commune, découvrit la véritable identité d'Aubin, l'héritier des Vauquelin, propriétaire de l'Éclat des Rives et d'une centaine d'autres restaurants. L'article, publié sur un blog populaire, explosa en ligne. Le millionnaire qui jouait les héros anonymes. Élodie, dans la cuisine de la table commune, attendait Aubin, son téléphone brandi, l'article affiché à l'écran. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Aubin, les épaules voûtées, hocha la tête. « Oui. » Élodie serra les poings. « Tu m'as vu me faire humilier, perdre mon travail, et tu n'as rien dit. Tu étais le fils du patron, » cria-t-elle, les larmes aux yeux. Aubin avança d'un pas, la voix basse. « Je voulais voir la vérité de l'entreprise, sans filtre. Je ne voulais pas mentir, Élodie, mais j'ai vu ce que tu as fait, et ça a tout changé pour moi. » Élodie secoua la tête, blessée. « Je t'ai fait confiance, Albin. Je t'ai laissé entrer dans ma vie, dans celle de mon fils. » Elle arracha son tablier, attrapa son sac et son manteau, et partit sans un regard en arrière, la porte claquant comme un coup de tonnerre. Les jours suivants, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Certains voyaient Aubin comme un bienfaiteur secret, d'autres comme un manipulateur cynique. Une vidéo virale refit surface, filmée par un passant devant l'Éclat des Rives cette nuit-là. Élodie, agenouillée dans le froid, offrant la soupe. Chaque matin, en servant des cafés brûlants et des croissants rassis, elle essayait d'enfouir la douleur. Mais l'espoir qu'elle avait senti naître s'était éteint. Aubin, lui, continuait à la table commune, mais son énergie s'était fanée. Il supervisait les livraisons, vérifiait les comptes, mais son regard semblait ailleurs. Il avait construit quelque chose de pur sur une fondation de mensonges. Et sans Élodie, l'endroit semblait perdre son âme. Lors d'une réunion au siège des Vauquelin, dans une salle aux murs de verre dominant la tour Eiffel, un cadre Renault l'attaqua avec un sourire narquois. « Vous avez manipulé une serveuse vulnérable pour un coup de communication, » dit-il, tapotant une tablette dernier cri. « Le projet est une façade, un stunt médiatique. » Aubin se leva, les mains posées sur la table en chêne massif. « Élodie n'est pas une serveuse, » répondit-il, la voix ferme mais calme. « Elle est l'âme de la table commune, son courage, sa compassion, son instinct. Sans elle, rien de tout ça n'existerait. Si elle est partie, c'est ma faute. J'ai menti sur qui j'étais, et je l'ai trahi. » Le silence envahit la salle. Les directeurs en costume sur mesure échangèrent des regards. Le président, un homme aux cheveux blancs et au visage marqué par les ans, prit la parole. « Monsieur Vauquelin, voulez-vous continuer ce projet ?» Aubin secoua la tête. « Pas si c'est pour en faire une machine à profit ou à publicité. Si c'est le cas, je me retire. » Ce soir-là, dans son petit appartement à Belleville, Élodie pliait des vêtements sur un canapé usé, Théobald jouant avec un camion en plastique sur le tapis élimé. La télévision, allumée en fond, diffusait un reportage. Lors d'une réunion à huis clos, Aubin Vauquelin, héritier de l'Empire Vauquelin, a défendu Élodie Lemercier, licenciée pour avoir nourri un enfant affamé. Sa voix résonna. « Elle n'était pas un pion, elle était ma boussole. » Élodie lâcha le t-shirt qu'elle pliait, son cœur battant à tout rompre. Elle fixa l'écran, où une photo d'elle, agenouillée près du garçon, passait en boucle. Théobald leva les yeux. « Maman, c'est toi !» dit-il, pointant la télé. Élodie sentit sa gorge se nouer. Peut-être Aubin avait menti, mais il avait changé. Et elle aussi, en travaillant à la table commune, avait découvert une force qu'elle ignorait posséder. Le jour de l'inauguration officielle de la table commune, dans le 17e arrondissement, le soleil printanier inondait les grandes fenêtres de l'espace rénové, une ancienne école aux murs de briques rouges.
Des chaises pliantes s'alignaient le long du trottoir, des ballons colorés flottaient dans la brise, et des journalistes attendaient, perplexes, car aucun programme officiel n'avait été annoncé. Aubin, près de l'entrée, en jean et chemise bleu marine, avait donné une consigne claire la veille. Pas de photos d'Élodie, pas de questions. Il observait les volontaires disposer des plateaux de pain frais et de compotes de pommes, son cœur battant d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Soudain, un murmure parcourut la foule. Élodie apparut, marchant lentement sur le trottoir, vêtue d'une robe bleu clair qui flottait légèrement dans le vent. Ses cheveux blonds, détachés, encadraient son visage calme mais déterminé. Les volontaires la reconnurent, leurs yeux s'illuminant. Aubin, figé, la regarda monter sur une petite estrade en bois. Elle prit le micro sans cérémonie. « Je ne suis pas là pour un salaire, » dit-elle, sa voix claire résonnant dans l'air printanier. « Je suis là parce que ça compte. » Elle raconta son licenciement, son geste pour l'enfant affamé, sa voix vibrant d'émotion. « Il y a quelques mois, j'ai donné une soupe à un garçon qui avait faim. Je ne l'ai pas fait pour être vu, ni pour être remercié. Mais quelqu'un m'a vu. » Elle se tourna vers Aubin, ses yeux rencontrant les siens. Je ne savais pas qui il était vraiment. Maintenant, je sais. Ce n'est pas juste un héritier. C'est quelqu'un qui écoute, qui change, qui laisse les autres briller. Aubin s'avança, prenant le micro avec douceur. Je ne suis pas venu ici pour bâtir une entreprise, dit-il, balayant la foule du regard. Je voulais comprendre ce que nous avions perdu. Et j'ai trouvé Élodie. Ce projet, ce n'est pas sauver des gens, c'est marcher à leur côté, les laisser s'élever. La foule éclata en applaudissements, d'abord timides, puis vibrants. Des larmes brillaient dans les yeux d'une femme, un homme tapa des mains avec ferveur. Élodie et Aubin descendirent de l'estrade, se tenant côte à côte près de l'entrée alors que les premières familles entraient, les enfants jetant des regards curieux sur les tables débordantes de nourriture. Un petit garçon tenant une pomme serra la main d'Élodie. Elle s'agenouilla, souriant. Aubin murmura. « Tu n'étais pas obligé de revenir. » Élodie le regarda. « Tu m'as laissé une place, sans tout envahir. » Il hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Ce n'est plus mon histoire, c'est la nôtre. » L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, les toits scintillant sous la neige légère. La table commune s'était étendue à 5 lieues à travers la ville, chacun ancré dans la dignité, l'accès et l'empathie. Élodie dirigeait avec une assurance naturelle, sa voix portant dans les cuisines comme une mélodie. Aubin, co-directeur, travaillait à ses côtés, vérifiant les stocks, négociant avec des fournisseurs locaux. Ils se chamaillaient parfois. Élodie voulait des menus colorés pour les enfants, avec des légumes en forme d'étoiles. Aubin insistait pour des produits bio sourcés localement. Mais leurs disputes se résolvaient toujours dans un rire ou un compromis. Leur mission était claire, nourrir les corps. Un vendredi de décembre, la table commune organisa sa première soirée de gratitude dans une ancienne bibliothèque transformée, dans le 11e arrondissement. Des guirlandes lumineuses enroulées autour des poutres en bois diffusaient une lueur chaude, et de flocons de papier, découpés par des écoliers, ornaient les longues tables communales. Les odeurs de ragoût de bœuf, de pain d'épeautre et de cidre chaud emplissaient l'air. Les enfants couraient entre les chaises, riant, tandis que les serveurs, des volontaires du quartier, portaient des plateaux chargés de plats fumants. Élodie, dans une robe émeraude qui soulignait la lumière dans ses yeux, se tenait près de la scène, observant la foule avec une joie tranquille. Elle était pleinement là, vivante, ancrée. Aubin, en pull bleu marine, aidait un vieil homme à s'installer, plaisantait avec des enfants, ramassait les miettes d'un biscuit qu'un tout petit agitait avec enthousiasme. Pour un instant, tout semblait parfait. Soudain, un murmure parcourut la salle. Un garçon d'une dizaine d'années monta sur la scène, un bouquet de marguerites jaunes serré dans ses mains. Derrière lui, une femme au sourire doux posait une main sur son épaule, le guidant sans le diriger. Élodie sentit son souffle se couper. C'était lui, le garçon de cette nuit froide devant l'éclat des rives. Il était plus grand, ses joues plus rondes, son regard pétillant de malice. Son manteau, propre et bien ajusté, contrastait avec le tissu élimé d'autrefois. « Ces fleurs sont pour vous, » dit-il, la voix timide mais ferme. « Ma nouvelle maman m'a dit de remercier la personne qui m'a donné le meilleur repas de ma vie. » Élodie s'agenouilla, prenant les fleurs,
ses mains tremblantes. « Tu te souviens » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Toujours » répondit-il. « Vous m'avez regardé comme si j'étais important. » Elle le serra dans ses bras, les larmes coulant silencieusement. La foule, émue, retint son souffle. Aubin s'approcha, les yeux brillants. « Il a une famille maintenant » murmura Élodie, regardant la femme qui souriait depuis la foule. Aubin hocha la tête, puis sortit une clé en argent, attachée à un porte-clés en cuir gravé d'une petite maison. « Et nous aussi » dit-il doucement. « Une maison à Rambouillet, avec des chambres pour accueillir, des fenêtres pour la lumière. » Élodie, sans voix, referma ses doigts sur la clé. Aubin s'agenouilla, sa voix tremblante. « Pas une bague, mais une promesse. Construisons cette vie ensemble, avec Théobald, avec tous ceux qui auront besoin d'un foyer. » Élodie, les larmes roulant sur ses joues, hocha la tête. « Oui » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. 3 semaines plus tard, sous une neige douce à Rambouillet, ils entrèrent dans leur maison. Une bâtisse modeste à 2 étages, avec un porche en bois qui semblait attendre des soirées d'été. Théobald courait de pièce en pièce, ses rires résonnant sur les murs nus encore odorants de peinture fraîche. Élodie tourna sur elle-même, admirant les planchers de chêne, les étagères vides prêtes à accueillir des livres et des souvenirs, les fenêtres laissant entrer une lumière pâle. Aubin prit sa main, son regard doux mais sûr. « Voici notre nouveau chapitre, dit-il. » Dehors, la neige dansait comme des promesses, et à l'intérieur, une vie nouvelle s'éveillait, portée par 3 cœurs, une clé et un avenir à bâtir. Cette histoire t'a touché l'âme ? Partage-la pour répandre la lumière de la bonté et de l'espoir. Dis-nous dans les commentaires ce que ce récit t'a inspiré et d'où tu le lis. Quelle ville, quel pays ? Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer nos histoires qui rappellent la puissance des petits gestes. Reste bienveillant, reste humain et continue de croire en la magie des rencontres. À très bientôt.